Oui, c'est une crise de civilisation parce qu'aujourd'hui, il y a un fossé qui se creuse entre le rat des villes et le rat des champs. Et donc cette semaine, c'est les rats des champs qui étaient à l'approche des villes. Et on s'aperçoit que se succèdent les unes après les autres les révoltes de la France qu'on dit périphérique, mais qui en fait est le cœur de la France. Parce que la France périphérique, ce sont les villes. La France éternelle, ce sont les campagnes. Bonjour Yves Damécourt. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Boulevard Voltaire. Alors Yves Damécourt, vous êtes connu des lecteurs puisque de temps en temps vous nous faites l'honneur d'écrire une tribune. Mais je vais quand même rappeler qui vous êtes. Donc Yves Damécourt, vous êtes issu d'une famille de viticulteurs, d'agriculteurs et de forestiers et vous êtes vous-même viticulteur dans le Bordelais. Pouvez-vous nous dire exactement où? À Sauveterre de Guyenne, dans l'Entre-deux-Mers. Dans l'Entre-deux-Mers. Vous m'avez dit que on appelait ça la Toscane bordelaise. Oui, c'est Stendhal qui l'appelait la Toscane bordelaise. Donc, vous m'en direz tant. Donc, vous avez été porte-parole de François Fillon sur les questions agricoles et rurales lors des primaires et lors de l'élection présidentielle de 2017. Vous avez été porte-parole jusqu'en 2022 du mouvement de la ruralité, dont un des figures médiatiques a été Jean Lassalle. Et vous avez conduit une liste aux élections régionales de Nouvelle-Aquitaine, c'est ça? Oui. Vous avez été secrétaire général du syndicat des viticulteurs de Bordeaux et puis vous avez été élu. Alors vous avez été maire? Maire de Sauveterre de Guyenne, président de la communauté de communes rurale de l'Entre-deux-Mers, conseiller général du canton de Sauveterre avant qu'il disparaisse avec les ciseaux de François Hollande, et puis conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Et donc en 2021, vous avez rejoint le mouvement de David Linard, Nouvelle Énergie. Lisnard. Lisnard, pardon. Oui. Où vous travaillez sur les questions relatives à l'agriculture, l'énergie, le climat, l'environnement, le développement durable et la ruralité. Alors c'est un peu évidemment sur tous ces sujets réunis, parce qu'ils sont connexes, que nous vous avons invités après cette crise des agriculteurs en colère. Comment analysez-vous ce qui s'est passé ces derniers jours et pensez-vous que la crise est derrière nous? Moi, je ne pense pas que la crise soit derrière nous, parce qu'en fait, les revendications des agriculteurs qui manifestaient cette semaine, et puis depuis 6 mois, avec les retournements de panneaux, etc., en fait, c'est des revendications qu'on porte depuis 20 ans dans l'agriculture. Et ça fait 20 ans qu'on se plaint de la bureaucratie, ça fait 20 ans qu'on se plaint de l'écart qu'il y a entre les normes européennes et les normes françaises, de la surtransposition. Ça fait 20 ans qu'on se plaint du revenu des agriculteurs. Ça fait 20 ans qu'on se plaint de chacun de ces sujets. Et ça fait 20 ans que les agriculteurs ont l'impression qu'on ne les écoute que pendant les périodes électorales. D'ailleurs, les gens, quand ils sont en période électorale, ils disent qu'ils sont en campagne. Donc en fait, ils sont en campagne. Puis une fois qu'ils sont élus, ils retournent en ville et on ne les entend plus. Et puis on les entend aussi au moment du salon de l'agriculture. Ils aiment, main sur le cœur, les agriculteurs, formidables, etc. Et puis après, ils les oublient. Et donc cette manifestation, elle a été formidable pour ça, parce que pendant une semaine, dans une période où il n'y avait pas de salon de l'agriculture, on a parlé de l'agriculture, des problèmes de l'agriculture. Et donc ça a fait du bien à tous les agriculteurs. Les agriculteurs sur les barrages se sont retrouvés, ils ont pu... parce qu'un agriculteur sur son exploitation est isolé. Ils ont pu échanger, voir qu'ils avaient tous les mêmes types de problèmes. C'est la première fois, je crois, qu'on avait une manifestation unitaire avec toutes les productions. Il y avait des maraîchers, des viticulteurs, des éleveurs, des céréaliers, etc. D'habitude, c'est catégoriel. C'est catégoriel au sein du métier. Donc je pense que les Français ont pris conscience qu'il y avait beaucoup quand même d'agriculteurs, même s'ils sont beaucoup moins nombreux qu'autrefois. Et puis le soutien qui a été traduit dans les sondages de la population a fait plaisir beaucoup aux agriculteurs aussi. Mais précisément, vous parlez de ces différentes catégories d'agriculteurs. On oppose souvent les gros céréaliers aux petits éleveurs, mais finalement, ils rencontrent les mêmes difficultés les uns et les autres. Oui, disons que les familles de difficultés sont les mêmes. Je pense que les grands et les gros céréaliers, n'ont pas forcément des problèmes de revenus.
Par contre, ils ont des problèmes de bureaucratie, ils ont des problèmes de normes discordantes entre l'Europe et la France, ils ont des problèmes de désamour de la population, ils ont le problème de cet écologisme, ce dogme altermondialiste, décroissant, dénataliste, qui en fait n'est pas de l'écologie. En fait, il faut faire la part des choses entre l'écologie et l'écologisme. L'écologie, c'est une science et les agriculteurs, ils la connaissent, cette science, puisque c'est leur vie de tous les jours. C'est la science de l'habitat. Par contre, l'écologisme, c'est un dogme et il faut le combattre. Et aujourd'hui, les agriculteurs qui étaient dans les rues, ils étaient là aussi pour combattre l'écologisme, qui les empêche de stocker l'eau l'hiver pour l'utiliser l'été, qui les empêche d'utiliser la science et le progrès, qui leur permettraient pourtant d'atteindre des objectifs en termes de réduction des pesticides qu'on leur interdit d'utiliser parce qu'il y a un dogme sur tout ce qui touche à la génétique, etc. Et donc, oui, ils combattent l'écologisme, mais ils sont favorables à l'écologie. Du reste, on utilisait autrefois pour parler d'écologie le mot environnement. L'environnement, c'est fait pour environner. Donc l'environnement avait l'homme pour centre. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'homme est exclu de l'écologie. C'est la déesse terre. Dans l'écologisme, l'homme est un nuisible. Alors que dans l'écologie, l'homme gère tous les paramètres. Il dompte la nature. Donc il est maître d'œuvre. En fait, les écologistes radicaux veulent nous ramener dans la préhistoire. Ils ne comprennent pas d'ailleurs qu'on veuille dompter la nature. D'ailleurs, les mots qu'on utilise aujourd'hui de renaturation, là, on va arracher aujourd'hui 8000 hectares de vignes dans le Bordelais, et le gouvernement a appelé ce processus la renaturation. Enfin, c'est affreux, comme si les viticulteurs qui travaillent leurs vignes ne travaillaient pas avec la nature. On parle de réensauvagement, de renaturation, comme si l'agriculture, en fait, c'était un crime contre la nature, alors que on se bat contre ça aussi. Et une émission qui nous a fait énormément de tort, qui était l'émission d'Élise Lucet il y a quelques années sur l'usage des pesticides en France, où elle avait inversé totalement les chiffres en disant que 97% des produits européens n'étaient pas conformes à la réglementation et que 3% étaient conformes, alors que c'était l'inverse. Le lendemain de cette émission, le journal Libération l'appelle en lui disant « Madame Lucet, vous avez fait une inversion des chiffres ». Et elle leur répond « oui, mais il faut savoir mentir utile pour faire passer ses idées ». Et donc c'est terrible. Et ce mensonge, les agriculteurs, ils le vivent comme un traumatisme, parce que derrière, il y a eu des effets incroyables sur toute notre vie, la façon dont on est regardé. Il y a des agriculteurs qui se sont fait casser la gueule par leurs voisins. Enfin, c'est terrible. Alors, vous nous parlez précisément, puisque je t'ai invité tout à l'heure, j'allais poser la question, d'arrachage de vignes. Comment peut-on exiger cela et quel est l'objectif ? En fait, depuis 10 ans, la consommation de vin en France a diminué de 30%. Chaque semaine, on enterre des personnes d'une génération qui buvaient du vin tous les jours. Le vin était un aliment parmi les autres. Et on accueille une nouvelle génération qui sont surtout des buveurs de bière, des buveurs de vin occasionnels. Et donc, la consommation de vin rouge a baissé de 30% en France. Or, la France, c'est 15% de la consommation mondiale. Et puis, dans le reste du monde, depuis 30 ans, il y a une centaine de pays qui se sont mis à produire du vin. Donc, aujourd'hui, il y a trop de vin produit. Et donc, il faut réduire la production pour rééquilibrer l'offre et la demande et pour avoir de nouveau un métier rémunérateur et accueillir les nouvelles générations. Donc Bordeaux va arracher 8000 hectares de vignes, mais le ministre de l'Agriculture a annoncé qu'il y avait un plan d'arrachage de 100 000 hectares en France. 100 000 hectares en France, on a l'habitude de dire qu'il y a un salarié pour 10 hectares. Donc ça veut dire qu'on prépare un plan social de 10 000 personnes. Je pense que si une entreprise annonçait un plan social de 10 000 personnes, ça ferait bouger les choses. Voilà. C'est complètement fou. C'est vrai que c'est des choses que les Français ne savent pas, et peut-être cette crise aura eu le mérite de le leur montrer. Alors il y a des gens qui ont dit, est-ce que c'est une idée que vous partagez, que c'était pas seulement une crise de l'agriculture, c'était une crise de la civilisation, une crise civilisationnelle. J'en suis persuadé, en fait. La France, elle s'est construite autour de l'agriculture.
L'Allemagne s'est construite autour de la machine-outil et de l'industrie. L'Angleterre s'est construite autour de l'industrie. La France, elle s'est construite autour de l'agriculture. Et donc, oui, c'est une crise de civilisation parce qu'aujourd'hui, il y a un fossé qui se creuse entre le rat des villes et le rat des champs. Et donc, cette semaine, c'est les rats des champs qui étaient à l'approche des villes. Et on s'aperçoit que se succèdent les unes après les autres les révoltes de la France qu'on dit périphérique, mais qui en fait est le cœur de la France. Parce que la France périphérique, ce sont les villes. La France éternelle, ce sont les campagnes. Donc on a eu la révolte des Gilets jaunes qui émanait aussi beaucoup du monde rural. On a eu la révolte des quartiers périphériques qui étaient les bords de villes. Et puis là, on a la révolte des campagnes, et avec un soutien incroyable de la population partout. Et donc il est urgent de retrouver un ciment national autour d'une politique de civilisation. Et c'est un véritable enjeu. On a vu, et ça a beaucoup amusé, voire ému, des prêtres ou bien même des policiers qui ont fraternisé ou qui en tout cas renaclé à aller arrêter des agriculteurs. Pour vous, c'est la même France finalement ? Bien sûr, le curé du village à la sortie de Bergerac qui bénit les tracteurs quand ils passent sur la route, les gendarmes qui assistent, qui encadrent, qui escortent les tracteurs sur l'autoroute, des agriculteurs qui sont allés sortir de l'ornière des gendarmes qui étaient embourbés avec leur Dacia. Voilà, donc tout ça, il y a beaucoup de points communs entre les gendarmes qui sont la police du monde rural, hein, les curés de nos campagnes, les agriculteurs. Tout ça, c'est une France qui aujourd'hui n'a pas envie de disparaître, et je pense que les Français n'ont pas envie qu'elle disparaisse. Alors on parle beaucoup de Mercosur, mais je me suis un peu intéressée à la question. C'est vrai que Mercosur, cet accord de libre-échange peut avoir des conséquences graves pour l'agriculture française, mais c'est la face émergée de l'iceberg. Il y a un nombre incroyable de traités de libre-échange. Il y a Nouvelle-Zélande, Kenya, Chili, Maroc et bien d'autres. Je crois qu'il y en a d'autres en préparation avec les Philippines. Enfin, c'est quelque chose dont on parle très peu aussi. Donc finalement, le Mercosur, ça apparaît. Quand bien même il sera arrêté, ça ne résoudrait pas tous nos problèmes. L'accord du Mercosur, c'est un peu une arlésienne, parce que ça fait bientôt faire 25 ans que les débats, les tables rondes se succèdent, etc. En fait, le vrai sujet aujourd'hui, c'est les échanges commerciaux à l'intérieur de l'Europe. Parce que notre premier client, c'est l'Europe, notre premier fournisseur, c'est l'Europe. Donc les traités avec le reste du monde, c'est un deuxième sujet. Le premier sujet, c'est à l'intérieur de l'Europe. Aujourd'hui, il y a une distorsion de concurrence à l'intérieur de l'Europe. Or, c'est un marché commun et les biens circulent librement. Et donc, c'est pas normal que les Espagnols et les Italiens puissent traiter leurs cerises avec un pesticide que les Français n'ont pas le droit d'avoir. C'est pas normal qu'on interdise les graines pour la moutarde, pour les betteraves, pardon. Et qu'on n'ait pas de solution de repli, alors que les autres pays européens ont des solutions de repli. C'est pas normal qu'on ait des spécificités. Il y a, je crois, 454 molécules qui sont autorisées en Europe. Il y en a 309 en France. Et donc, c'est pas normal. On est sur un marché commun. Parce que, en fait, on est dans un système hybride avec deux parlements. Moi, j'ai été maire et président d'une communauté de communes. Quand une commune donne une compétence à la communauté de communes, c'est le conseil communautaire qui décide. Et la mairie n'y revient pas. Ça s'impose à toutes les communes de la communauté de communes. On a un certain nombre de compétences comme ça qui sont partagées avec l'Europe. Les choses ne sont pas claires. Et donc, le Parlement européen prend des décisions, la Commission européenne prend des décisions, et puis le Parlement national prend d'autres décisions qui viennent contrecarrer ou contredire les décisions du Parlement européen. Ça ne peut pas fonctionner. On est sur un marché commun, donc il faut qu'on choisisse. Soit on remet des frontières autour de la France et on prend nos propres décisions et ensuite on empêche de rentrer les produits qui ne sont pas conformes à ce qu'on souhaite, soit on se plie aux exigences européennes. En fait, aujourd'hui, la France lave plus blanc que blanc. Et donc, on dit que les traités européens doivent être défendus par le Conseil constitutionnel. Je ne comprends pas pourquoi, quand la France prend une décision qui vient contredire une décision de l'Europe, il n'y a pas une décision du Conseil constitutionnel en disant vous n'avez pas le droit. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour à l'intérieur de l'Europe. Et puis à l'extérieur de l'Europe, la moindre des choses, c'est qu'on protège nos producteurs européens
en imposant aux produits que l'on importe les conditions de production qu'on impose à nos producteurs nationaux. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les clauses miroirs, mais elles sont dans tous les discours depuis 30 ans et pas souvent appliquées. Alors, je vais parler d'un sujet qui, je crois, vous est cher. Quand on a évoqué l'accord de libre-échange avec le Chili, on a dit que l'agriculture avait été finalement une sorte de monnaie d'échange sur l'autel du lithium, par exemple, qui sert à fabriquer les batteries électriques. Mais je crois, parce que je l'ai lu sur votre compte X, que nous avons aussi du lithium dans nos sous-sols. Oui. Est-ce que nous n'avons pas des solutions pour trouver le lithium par nous-mêmes ? Alors oui, c'est assez incroyable ça, parce qu'en fait, la France s'est interdit de chercher ces richesses du sous-sol. Elle a pris des décisions et elle a interdit même la prospection. Enfin, aujourd'hui, il faut un permis pour prospecter. Le code minier qui a été remis en cause en 2012 n'a toujours pas été refermé, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de code minier. Alors qu'en France, on a du lithium, on a du cobalt, on a des kaolins, on a du gaz, on a du pétrole. On n'a pas de quoi... pour le gaz, oui, on a 30 ans de réserve de gaz. Donc au moment où on dit qu'il faut arrêter d'acheter du gaz à la Russie, que la géopolitique du gaz c'est compliqué, etc., aujourd'hui on a des gisements de gaz, notamment en Lorraine, on a du gaz de houille qui est dans les anciennes mines de charbon et qu'on pourrait tout à fait exploiter. Donc on a des richesses en France. La carte de nos richesses, de nos gisements est connue, puisqu'elle a été établie dans les années 70 par le BRGM, qui est l'administration spécialisée dans les gisements miniers. Et aujourd'hui, on s'interdit. On s'interdit. Donc c'est juste incroyable. Alors qu'en fait, le dernier ministre qui avait vraiment travaillé sur ce sujet-là, c'était Arnaud Montebourg, quand il était ministre du redressement productif. Je me souviens. Il avait même projeté de créer une société française des mines pour enclencher le processus. Mais enfin, aujourd'hui, il y a des tas de gens qui savent exploiter ces richesses. Et il leur manque qu'une chose, c'est les autorisations pour le faire et un cadre législatif pérenne pour pas qu'on leur dise une fois qu'ils ont dépensé en prospection qu'ils n'ont pas le droit d'exploiter, quoi. Bien sûr. Et comment expliquez-vous ces réticences et ces obstacles ? C'est un espèce de dogme, c'est-à-dire que on pense que en interdisant il y a eu un petit débat là à Arcachon parce qu'il y a quelques puits de pétrole qui ont été ouverts. Les écologistes sont venus en masse pour dire que c'était pas l'avenir. En fait, ce qui aujourd'hui émet des gaz à effet de serre, c'est la consommation, ce n'est pas la production. Et donc, en plus, le bilan carbone du pétrole exploité en France ou du gaz exploité en France serait bien meilleur que le bilan carbone du gaz ou du pétrole qu'on va chercher à l'autre bout du monde. Donc, ça n'a pas de cohérence. Et en plus de ça, en termes de façon de travailler, de normes environnementales, de normes sociales, ce qu'on exploiterait en France serait beaucoup plus conforme à nos objectifs et à nos valeurs que ce qu'on va acheter à l'autre bout du monde en se bandant les yeux, sans regarder qu'il y a des enfants dans les mines, qu'on ne respecte pas un certain nombre de choses qu'on entend respecter chez nous. Oui, je précise que vous sortez de l'école des mines d'Alès, ce qui explique peut-être votre intérêt pour ces sujets-là, en plus d'être vigneron. Comment pensez-vous de la loi Egalim ? Emmanuel Macron a dit qu'il fallait une loi Egalim à l'échelon européen, mais on a l'impression qu'elle fonctionne pas très bien à l'échelon français. Non, en fait, la loi Egalim s'est donnée comme objectif d'essayer de faire redescendre des marges dans la trésorerie des viticulteurs, des agriculteurs. Et en fait, c'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz et d'ailleurs qui fait partie du code du commerce. Alors que l'agriculture, elle est soumise au code rural. Donc la loi Egalim, elle interdit la vente à perte, mais pour les commerçants. Elle n'interdit pas la vente à perte pour les agriculteurs. Donc elle permet aux industriels de sanctuariser la part agricole dans leurs produits en sortant les emballages, etc., la logistique, et de faire que cette part agricole ne baisse pas. Mais ça ne garantit en rien que derrière, il y aura une redescente de marge vers les agriculteurs. Donc elle ne marche pas, cette loi Egalim. Alors vouloir étendre au niveau européen une loi qui ne marche pas en France, je ne vois pas tellement l'intérêt. Et donc je ne vois pas en quoi les Européens vont accueillir ce projet du président Macron. Ce sont des mots.
Il y a un certain rétropédalage quand même, comme pour le nucléaire en matière d'agriculture, parce que pour revenir au Mercosur, Emmanuel Macron disait, je crois, en 2018 que c'était un bon accord. Là, aujourd'hui, Gabriel Attal dit qu'il faut tout faire pour pas signer cet accord. C'est un peu comme le nucléaire. Le nucléaire, c'était pas bien. Maintenant, finalement, c'est bien. C'est notre force. Oui, c'est curieux. C'est en même temps... c'est dû en même temps dans tous les sens, quoi. On change d'avis en permanence et plus personne ne sait à quoi s'en tenir. Et oui, il y a quelques mois, il disait qu'il signerait l'accord de libre-échange, entre guillemets, avec le Mercosur. Maintenant, il dit qu'il faut surtout pas le signer. Bon, mais les élections européennes approchent. Sa majorité voulait imposer 10% de jachère en Europe. Ils ont réussi à obtenir 4% de jachère. Et puis maintenant, il a obtenu une dérogation pour pas qu'on puisse appliquer les lois qu'il a lui-même votées. Il a dit qu'il ne voulait plus de normes en France qui soient surtransposées par rapport aux normes européennes, alors que depuis 6 ans, il n'a pas arrêté d'en faire voter. On se souvient du psychodrame du glyphosate. On se souvient des néonicotinoïdes dans la betterave, on se souvient de toutes ces choses-là. Et en fait, voilà, ce sont des mots. Alors, est-ce que derrière, il y aura des actes? Parce qu'il serait très simple de voter une loi au Parlement en disant que c'est les normes européennes qui s'imposent et pas les normes françaises. Elle serait générale et derrière, tout le monde ferait le ménage. Donc, ce serait très simple. Il n'y a pas besoin de faire des débats interminables. En fait, il est important que la France soit présente au Parlement européen et à la Commission européenne pour faire valoir ce à quoi elle croit, mais que derrière, une fois que l'Europe a pris une décision, elle s'applique à tout le marché commun. En fait, la France n'est pas présente au Parlement européen. On envoie des gens qui sont là en attendant mieux. Yannick Jadot, tête de liste, se présente aux sénatoriales qui suivent. Agnès Evren, élue sur la liste des Républicains, démissionne pour aller au Sénat. On nomme des anciens ministres pour leur faire plaisir. On garde des gens qui devraient être à la retraite depuis très longtemps pour leur faire plaisir. Les autres rigolent. Les Allemands, ils rigolent. Moi, j'ai un ami puisqu'on est jumelé avec un territoire de Basse-Saxe, dont le conseiller régional est devenu député européen. Le jour où il est devenu député européen, il a acheté une maison à Bruxelles et il s'est installé avec sa famille. Il est là en permanence. Et quand il sort, c'est pour aller en Basse-Saxe. Il rigole de voir les Français, qui changent tout le temps. Pour faire un bon député européen, il faut déjà avoir un mandat derrière soi. Et nous, on a un turnover parmi nos députés qui est alarmant. Il faut prendre des responsabilités dans les commissions. Il faut être rapporteur de commission. Il faut être président de commission. Nous, on prend des postes honorifiques, mais en fait, on n'est pas là. Et donc après ça, on se plaint des décisions de Bruxelles, mais en fait, on n'envoie personne à Bruxelles. Ou alors des gens qui sont là pour toucher leurs émoluments, mais qui ne travaillent pas. Il y en a très peu qui travaillent. Et comment expliquez-vous cela ? La France a vécu sur une période où, avec l'Allemagne, elle avait la majorité. Et donc, il suffisait que les ministres se mettent d'accord pour derrière engager les décisions. À côté de ça, il y avait les Espagnols, les Italiens, etc., qui, eux, travaillaient sur le fond, faisaient du lobbying. Et puis la France, elle est habituée aux passes d'armes et aux rapports de force des groupes qui votent comme un seul homme à l'Assemblée nationale. C'est pas du tout la façon de travailler du Parlement européen. Et donc au Parlement européen, quand on a une dizaine de % des voix, on peut faire passer ses idées en faisant de la négociation. C'est ce que font les écologistes. Et donc à chaque fois qu'il y a une négociation, ils font passer des normes environnementales. Et nous, on est à la ramasse. On fait pas le job. Alors le gouvernement a prévu les décisions qui pourraient être prises pour améliorer le système de rendre les métiers agricoles métiers en tension. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous ? Est-ce que ça va pas être un appel d'air pour l'immigration plus qu'autre chose ? J'ai pas tellement compris la logique de tout ça. En agriculture, on a beaucoup de travailleurs étrangers. On a beaucoup de gens qui viennent des pays de l'Est et d'Afrique du Nord. Mais aujourd'hui, ils ont des permis de travail et puis ensuite, ils repartent dans leur pays. J'ai pas tellement bien compris. Si ce n'est pour essayer de faire un écho à la loi immigration et aux articles qui ont été supprimés, j'avoue que j'ai pas bien encore compris l'objectif de cette mesure. Je suis pas sûr qu'elle ait été réclamée d'ailleurs. C'est à mon avis un cavalier qui est arrivé là avec une arrière-pensée que je n'ai pas comprise.
Alors, est-ce que vous conseilleriez, vous, par exemple, à vos enfants de suivre le métier que vous, de faire le même métier que vous? Alors, vous êtes vigneron, c'est pas tout à fait agriculteur, mais ça, c'est dans le même registre. Est-ce que vous pensez que la paysannerie française a un avenir? On a l'impression qu'elle est un peu en soins palliatifs, puisque vous parlez d'exonération, de dérogation pour les jachères, de mise en pause pour les pesticides, comme si c'était un combat retardateur. Est-ce qu'il y a un avenir? En fait, il y a un avenir si il va falloir que la France mette sur la table ses atouts et qu'elle les défende définitivement. On avait plusieurs atouts. On avait l'automobile et la motorisation diesel notamment. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 20 ans, l'automobile était la deuxième contributrice à la balance commerciale de la France. Aujourd'hui, elle est en 32e, 35e position. La voiture est allée s'installer ailleurs. Et d'ailleurs, les premiers à s'être installés ailleurs, c'est Renault et qui appartient à l'État. Donc c'est quand même une vaste qui appartenait à l'État à l'époque, avec Louis Schweitzer qui était l'ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius. Donc vaste programme. Donc la voiture, aujourd'hui, elle est fabriquée ailleurs. On a le nucléaire, on l'a échappé belle. Hein. Il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine. Je pense que le nucléaire, la fin du nucléaire était programmée. La fermeture de 14 réacteurs. D'ailleurs, cette loi n'a toujours pas été abrogée, il me semble, hein, d'Emmanuel Macron. Et puis, on a l'agriculture. L'agriculture française, c'est quand même une des 5 puissances agricoles du monde. On a non seulement des agriculteurs performants, mais on a des organismes de recherche, on a des écoles, on a de la formation, on a des ingénieurs, on a des technologies. Et donc, il faut que la France se reprenne en main sur ce sujet-là, quoi. Qu'on réouvre un certain nombre de sujets de recherche et de développement, notamment de la connaissance du génome et qu'on travaille et qu'on autorise. Alors j'ai vu cette proposition dans les propositions du gouvernement. Ça y est, enfin, la France va défendre ce qu'on appelle les New Brown Technologies. Donc vous savez qu'il y a une Française qui a eu un prix Nobel il y a quelques années parce qu'elle a inventé les ciseaux à ADN. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple de la vigne, aujourd'hui, la plupart des pesticides qu'on utilise pour la vigne, c'est pour soigner le mildiou. Or, on connaît le gène qui résiste au mildiou. Et donc, ce gène qui résiste au mildiou, il est sur une vigne qui n'est pas qualitative et qui ne fait pas du bon vin. Mais avec le ciseau ADN, on peut couper le gène qui résiste au mildiou sur une vigne et le mettre sur une vigne qualitative. Et obtenir ainsi ce qu'on appelle une vigne résistante, qui fait à la fois du vin de qualité et qui résiste au mildiou. L'enjeu est énorme en termes d'usage des pesticides. Mais aujourd'hui, les écologistes empêchent cette technologie d'aboutir au niveau européen parce qu'ils estiment que c'est un OGM. En fait, c'est pas un OGM stricto sensu, puisqu'en fait la nature aurait pu produire c'est une vigne. En croisant des vignes indéfiniment, on aurait pu finalement isoler ce gène, etc. On a cette méthode du ciseau qui permet d'aller plus rapidement. Donc là, dans les propositions du ministre de l'Agriculture, du Premier ministre, il y a le soutien au NGT. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Elle passe un peu inaperçue. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est de nature à nous faire réduire considérablement les usages de pesticides en France et en Europe. Donc la recherche est très importante. C'est ce que vous dites, pour lutter contre les pesticides, c'est pas l'interdiction, c'est la recherche qui fonctionnera. Absolument, la recherche. Dans tous les domaines, c'est la recherche. Mais comme on a en face de nous des gens qui ne sont pas... que l'écologie intéresse peu, mais qui se sont servis de l'écologisme comme vecteur de l'altermondialisme, de la décroissance, de la dénatalité, en fait, ils refusent toutes ces solutions. Aujourd'hui, en Norvège, il y a des gens qui sont en train d'inventer des solutions pour capter le carbone et le stocker, le liquéfier et le stocker. Et là, les écologistes disent non, c'est un prétexte pour ne pas aller vers la décroissance. Donc le clivage, il est là. D'un côté, les gens qui disent on peut faire de l'écologie grâce à la recherche, grâce à l'intelligence collective et grâce il faut mettre tout ça en mouvement, grâce au vivant, par la compréhension des processus. Et puis il y a les gens qui disent non, l'homme est nuisible, on en revient à notre introduction, et donc il faut réduire le nombre d'hommes sur Terre, il faut arrêter que l'homme émette des gaz à effet de serre, etc. Et donc la solution, c'est la décroissance, la dénatalité. C'est ça le grand combat. Oui, c'est ça. Ceux qui ne sont pas malthusiens sont accusés d'être, je crois que c'est technico-solutionnistes, c'est le nom, par les écolos. Et pourtant, intuitivement, on se dit que plus il y aura d'hommes sur Terre, plus la probabilité pour que l'un d'entre eux trouve la solution aux divers maux
sera forte. Hein, c'est le petit poussé, le 7e de la famille du comte, qui a réussi à enrichir ses parents, vous vous souvenez. Donc c'est vrai que tout cela est assez étonnant. Donc pour vous, les paysans français ne sont pas morts? Ils ne sont pas morts à condition que collectivement, on ait un sursaut qui ne soit pas un ensemble de dérogations, mais vraiment un vrai projet de développement de l'agriculture avec des vrais objectifs. L'objectif de l'agriculture, ce n'est pas le jardinage. L'objectif de l'agriculture, ce n'est pas le climat. L'objectif de l'agriculture, c'est la production, c'est de nourrir la planète. Voilà. Même si l'agriculture a un rôle à jouer qu'on sous-estime totalement, qui est la mobilisation du vivant pour agir sur le climat. Parce qu'on parle toujours des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, mais on ne parle jamais de la capacité qu'a l'agriculture à capter des effets, du CO2 et à l'enfouir dans le sol et à le mettre dans les arbres, etc. En fait, il y a 2 projets fantastiques. Un qui s'appelle 4 pour 1000, dont la France est l'initiatrice, qui dit que si tous les agriculteurs de la planète augmentaient de 4 pour 1000 la matière organique de leur sol chaque année, ça reviendrait à consommer la totalité des gaz à effet de serre émis par les activités humaines. Et puis il y a un autre projet qui a été mis au jour par des Suisses et des Américains, qui dit que si on reboisait 900 millions d'hectares sur la planète, qui aujourd'hui ne sont pas habités, ne sont pas cultivés, ne sont pas boisés, eh bien ça reviendrait aussi à capter la totalité des gaz à effet de serre émis par les activités humaines. Mais les écologistes ne veulent pas en entendre parler, parce que ce sont des sujets qui sont au contraire très constructifs. Imaginez si dans les GIEC et dans les COP, etc., on parlait de ce projet-là, c'est enthousiasmant. Tout le monde peut aller planter des arbres, on peut former les agriculteurs à enfouir de la matière organique, et ça résolverait une grosse partie de nos problèmes en utilisant l'énergie solaire, dont on n'utilise que 1/6000. Donc on est très loin de la théorie des limites que les écologistes nous envoient chaque année en disant « ça y est, nous avons consommé, nous sommes aux limites, nous sommes trop nombreux sur Terre ». En fait, c'est magnifique ce que vous nous dites. Ça contrevient au narratif apocalyptique des écologistes et de l'écologisme. Merci beaucoup pour cet entretien plein d'optimisme pour la paysannerie française. Merci, chers lecteurs de Boulevard Voltaire. Donc, n'oubliez pas d'aimer cet entretien, d'aimer notre chaîne YouTube, de vous abonner à la lettre quotidienne de notre site. Et je vous souhaite un bon dimanche.